C'est eux qui sont venus me chercher, c'est pas moi qui suis allée vers eux. Ils sont venus me chercher pour une action, ok, pour faire l'action. Mais à partir de ce moment-là, j'ai pas le droit, c'est comme si j'étais des bras, un peu comme dans la maison, t'es le bras pour laver la vaisselle, etc. Là, t'étais le bras, on allait faire l'enlèvement, on avait besoin de bras pour enlever le diplomate, faire le suivi, etc. Mais t'as pas le droit de parole. Ou on te ridiculise, ou on te traite d'intellectuel, de petite bourgeoise, etc., etc., parce qu'on ne veut pas te donner la parole. Et ça a été pour moi un gros choc. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 75. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Belle journée pour écouter l'ambition féminin. Comment va la business? Comment vont les affaires? Comment ça va dans votre vie? Laissez-moi un petit message si vous voulez jaser avec moi sur Instagram, sur LinkedIn. J'aime vous entendre et vous lire. Alors, aujourd'hui, je suis super honorée de recevoir sur le podcast une femme qui a fait l'histoire quand même du Québec à sa façon, de plusieurs façons même, et que je suis contente de connaître par l'entremise de mon amie Evelyne Thibault-Langto, qui est une des premières ever collaboratrices d'Aime ta marque. Quand j'avais commencé le blog en 2016, Evelyne était là et Evelyne a toujours été une personne qui a évolué dans mon entourage entrepreneurial, une âme amie qui m'a aidée à réfléchir à tout le projet Aime ta marque, une féministe comme moi, une maman absolument aimante de ses enfants magnifiques. Et je suis vraiment contente d'avoir reçu sa mère, Louise Langto, sur le podcast aujourd'hui. Et je l'ai pas juste reçue parce que c'est la mère d'Evelyne, mais Louise a une histoire absolument fascinante que j'ai eu la chance de lire dans Une sorcière parmi les Felkistes, qui est son titre paru aux éditions Le Scriptorium, qui sont la nouvelle maison d'édition qu'elle a fondée avec Evelyne, justement. Donc, beaucoup de synergie. Et la raison pourquoi je voulais parler à Louise, c'est que non seulement elle a vu beaucoup l'évolution du féminisme au Québec, mais en étant une personne très politisée, très engagée, je voulais vraiment avoir sa perspective de comment elle a arrimé son identité de femme à cette volonté de changer le monde, de changer la société à sa façon. Donc, Louise est titulaire d'un bac en communication et d'une maîtrise en histoire et sociopolitique des sciences, et elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le milieu de la santé, auprès notamment des infirmières et des sages-femmes, dans des postes de haute direction. Tu sais, vous allez voir à travers l'entrevue, Louise a porté plusieurs chapeaux et j'ai trouvé ça très, très riche de discuter avec elle de tout ça. Elle est 4e d'une famille de 10 enfants. Elle a été élevée dans la politique et l'idéologie. En 1970, elle a participé à l'enlèvement du diplomate britannique James Richard Cross durant la dénommée crise d'octobre. Elle faisait partie d'un groupe révolutionnaire qui s'appelle le Front de libération du Québec, le FLQ, et si vous connaissez un petit peu de l'histoire québécoise, vous allez savoir que ça a été un moment très particulier ici au Québec, et donc qui mérite vraiment cette attention-là. Surtout si on veut le voir d'un contexte qui est assez rare, qui est le contexte d'une femme. Donc, Louise est écrivaine, membre de l'Union des écrivains et écrivaines et éditrice de sa propre maison d'édition, Édition Le Scriptorium, comme je l'ai nommé. Donc, c'est une assez longue entrevue parce qu'il y avait beaucoup à couvrir, il y avait beaucoup d'idées à échanger. Puis moi, quand je suis
prise dans mes conversations avec mes invités. C'est difficile parfois de laisser aller parce que j'ai tellement ce privilège d'être avec elles et de les avoir devant moi pour échanger que je veux tirer le maximum de cette conversation-là. Donc, je ne vais pas m'étendre plus. Je vous laisse avec Louise et notre conversation sur l'ambition au féminin. Salut Louise, bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis extrêmement honorée et flattée de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais très bien et je te remercie beaucoup de m'avoir invitée parce que normalement, c'est pas très commun d'inviter une femme comme moi, mais c'est très apprécié. Je dirais que en tout cas, j'ai le mérite de t'avoir, puis je pense qu'on devrait justement entendre ton histoire sur encore plus de plateformes, donc je suis contente de pouvoir en faire partie. Alors, merci. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de ta vie, dans le fond, de ton impact que tu as eu à travers les années, de ta vision du féminisme, etc. Mais j'aime toujours commencer les entrevues avec une question un peu brise-glace pour faire le lien. Et celle que j'ai pour toi aujourd'hui, ben c'est autour du thème de l'ambition et je voulais savoir pour toi, est-ce que tu te perçois comme une femme ambitieuse? Puis comment est-ce que tu définis ce terme en relation à tes propres valeurs? Okay. Bien non, franchement, je me définis pas comme une femme ambitieuse. Je me suis toujours définie beaucoup plus comme une femme créative. J'aime, par exemple, je suis une personne qui aime mettre en place des projets, qui crée, qui conçoit des projets, qui les organise, parce que je suis quand même une assez bonne organisatrice, même si j'ai pas une pensée structurée là, linéaire. J'ai beaucoup de facilité, disons, à concevoir et à mettre en place des projets. Et j'ai toujours, pour moi, ma façon de penser, c'est qu'il y a toujours une solution. Donc, si j'ai un projet, mais ça m'est arrivé souvent dans les cours, au cours de mes différents emplois, si j'ai un projet, si ça marche pas de telle façon, j'essaie de le trouver d'une autre façon, une autre solution, une autre porte pour le mettre en place. Mm-hmm. Alors, mais quand je disais que je ne me considère pas une femme ambitieuse, c'est que personnellement, je n'ai jamais, par exemple, tenté d'obtenir un poste. J'ai jamais eu un objectif défini d'obtenir tel type de poste ou tel poste. Je n'ai pas non plus jamais eu l'idée de m'imposer par mes réalisations, tout en, par exemple, en voulant que mes réalisations soient quand même reconnues, mes contributions, disons, soient connues. Mm-hmm. Je sais pas si ça... Ouais. C'est pas... l'ambition ne fait pas partie de ma personnalité. Les choses sont plus venues comme ça. Oui, c'est ça. De façon très naturelle. Ça n'était jamais un drive ou une espèce non, c'est ça. Force. Et moi, c'est ça. Il y a des personnes, il y a des femmes qui sont très ambitieuses et je respecte ça, à moins que ce soit pour écraser les gens. Mm-hmm. Ça, j'aime pas ça, que ce soit d'un homme ou une femme. Quand on écrase les gens par ses réalisations ou par sa façon de faire pour mener son objectif. Mais je respecte beaucoup les femmes qui sont ambitieuses. Je trouve ça très bien. Des fois, je me demande comment elles font. Mais moi, personnellement, c'est pas ça. Probablement, c'est mon côté créatif qui est plus... je change les choses, je vais ailleurs et ça ne me dérange pas. Mm-hmm. Non, c'est intéressant parce que je trouve que la définition d'ambition a évolué un petit peu avec le temps, parce qu'on le voyait beaucoup axé dans l'avancement professionnel, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a peut-être une ouverture de dire, ben moi, mes ambitions sont aussi des ambitions d'équilibre, des ambitions de faire le bien, d'avoir une influence positive aussi autour de moi. Fait que je trouve ça intéressant souvent de voir comment on peut se l'approprier ou non, ce terme-là. Puis toi, que tu utilises le terme plus de créativité, mais aussi d'expression, ça, pour toi, c'est beaucoup, beaucoup plus important que peut-être la reconnaissance que d'autres voudraient avoir. C'est ça. Mais c'est-à-dire que, à un moment donné, quand tu vieillis, tu as plus besoin qu'on reconnaisse ce que tu as fait ou ce que tu as réalisé. Tu t'aperçois que, mais moi, je ne vois pas comment j'aurais pu le faire
parce que je suis pas de celles qui vont s'imposer, dire « Hey, j'ai fait ça, là, vous devriez... » La seule chose que je fais dans ce temps-là, c'est que ça me rend triste qu'on reconnaisse pas. Donc, plus vieille, maintenant, avec le recul, je me dis oui, j'aurais aimé ça sur les moments où j'ai réalisé mes projets, qu'on reconnaisse, en fait, cet apport-là, cette contribution-là. Donc, l'ambition de ce point de vue-là, oui, je trouve ça important. Mm-hmm. Mm-hmm. La reconnaissance de l'impact. Non, Oui. C'est très vrai ce que tu dis, puis ton expérience va sûrement souligner ça. Mais par rapport à ça, justement, tu sais, je pense que ça serait intéressant de plonger un peu comme dans l'historique de tout ce que tu as fait dans ta vie, tu sais. Oui. Puis, naturellement, moi, j'ai lu ton livre Une sorcière chez les Felkistes, qui est à l'édition, dans la maison d'édition que tu as aussi avec ta fille Evelyne. Puis, j'ai compris, selon ce que j'ai découvert, que tu as toujours eu quand même cette fibre assez sociale / socialiste, tu sais. Oui. Puis, pour moi, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a cette volonté d'être dans l'action, de vivre dans l'action, puis de vivre pas juste... Puis c'est drôle, on en parlera, là, mais tu sais, peut-être la tension entre l'intellectualisme que tu parles à partir d'un certain moment, puis d'être dans l'action, vivre dans l'action, avoir ce type d'impact-là. Comment est-ce que ça t'est venu, peut-être, cette volonté de t'impliquer à un degré aussi fondamental ou organique dans la société? Oui, organique est un très bon mot, d'ailleurs. Je dirais que ça vient d'une part de mon père. Okay? On était une famille extrêmement politisée. Mon père est un homme d'extrême droite, était, parce qu'il est décédé déjà depuis quelque temps. Donc, c'est un homme d'extrême droite et depuis toute petite, j'entendais parler de politique. Donc, la politique, il donnait son avis sur tout, il avait une position sur tout, il discutait, c'était que ça. Donc, moi, quand mon adolescence, je me suis retrouvée dans les années 60, donc l'année de la libération de la femme, l'année de la libération de l'Église aussi, c'est très important parce que surtout dans une famille comme la mienne où mon père était, on disait, plus catholique que le pape, la séparation de l'Église et de l'État, ça a été comme quelque chose d'incroyablement libérateur. Alors, tu avais ça, on était le maître chez nous. L'éducation et la santé, parce que moi, j'ai vécu dans une grosse famille, donc la santé, c'était pas, ni l'éducation, c'était pas gratuit. Donc, tout était payant. Donc, on arrive à une période tout d'un coup où ça, c'est accessible. Donc, on vit dans une période du bien commun. Puis le bien commun, quand ça te touche personnellement, à ce moment-là, c'est comme un mouvement. J'appelle ça un petit peu comme la sève dans un arbre. Ça te monte et puis là, tu prends ton envol avec ça. Donc, même cette période-là au Québec, t'as un mouvement d'ensemble dans le monde, lutte contre un peu partout de libération contre les oppresseurs. On manifeste contre les guerres au Vietnam partout. On se met avec les Black Panthers pour lutter pour la reconnaissance, que cesse la discrimination. C'est mai 68, c'est Woodstock, c'est les beatniks, c'est les hippies, c'est tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, pour une personne comme moi, qui a vécu dans la politique, je m'envole avec ça. Mm-hmm. Il y a d'autres, par exemple, de mes collègues, parce que c'est une question qui se pose, que je me suis posé souvent cette question-là, parce que j'ai plein de personnes avec qui j'ai étudié au cégep, qui, elles, ne se sont pas impliquées dans des actions, mais se sont plutôt, par exemple, trouvées dans la drogue, dans les communes, etc. Donc, pour eux autres, ils faisaient leur bad trip ou leur bon trip. Il y en a plusieurs qui sont venus me dire, je sais pas comment t'as fait, moi j'étais dans des bad trips. Et puis, alors, je pense que le fondement même de cette espèce d'envol-là pour le bien commun, parce que c'est comme ça que j'appelais ça, c'est au départ une assise politique, même si elle était d'extrême droite,
c'est qu'elle m'ouvrait à toutes les visions du monde. Mhm. Donc, c'est de cette façon-là que je me suis, disons, impliquée dans et que j'ai trouvé finalement, je me suis retrouvée dans le FLQ un petit peu comme si c'était naturel, c'était comme une glissée, je sais pas, une glissoire. Tu prends ton Ouais. et tu te retrouves là-dedans un peu naturellement. Puis ton père qui était d'extrême droite, j'imagine, est-ce que en grandissant, tu voyais que ça représentait pas nécessairement le les idéologies ou les valeurs que tu voulais avoir, tu sais, puis comment est-ce que tu as vécu peut-être cette tension-là intellectuelle, je dirais, avec ton père? C'est-à-dire qu'avec mon père, j'ai pensé pendant longtemps que je pouvais lui faire changer d'idée. Mais quand une personne, et c'est peut-être ce qui m'a appris aussi à être capable à un moment donné de me sortir de ces extrêmes-là, c'est de me rappeler comment mon père était. Donc c'est sûr que quand on s'ouvre, quand arrive la révolution tranquille, c'est complètement différent de toutes les idées que mon père avait, parce que c'est la fin de Duplessis. Lui, il est en admiration avec Duplessis. Donc, on se confronte avec les libéraux qui sont complètement à l'opposé de Duplessis. Et là, c'est ça s'enclenche. Mais moi, je suis capable à ce moment-là de voir les différences, de saisir la différence et de faire mes choix parce que j'ai vu un côté. Mm-hmm. Donc, je veux voir l'autre côté. Donc, l'autre côté m'apparaît beaucoup plus conforme à mes idéaux que ceux de mon père. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai pris mon envol. Mais c'est sûr que pour mon père, donc ça a été quelque chose d'assez, ça a été pour lui aussi un gros choc, hein, de voir tous ses enfants partir comme ça, exactement dans l'opposé de ses idées et dans des actions assez extrêmes. Et même si lui-même était extrémiste, il se retrouvait pas dans nos gestes, dans nos idéaux, dans notre trajectoire, dans nos nouvelles trajectoires. Mm-hmm. Donc ça a été quelque chose d'assez disons que j'essaie à l'heure actuelle de mettre dans un livre. Donc j'essaie que j'aimerais bien publier cet automne, où je parle justement de toute cette partie avec mon père et ma famille, en fait, où on se retrouve un petit peu... Ouais, puis on dirait que, je sais pas, dans ma tête, je me dis tout le temps que ces mentalités traditionnelles-là devaient aussi mettre de l'avant une certaine rigidité par rapport au rôle des enfants femmes ou, tu sais, des filles et des garçons, parce que t'es dans une grande famille de 10, comme t'as dit, mais parallèlement aussi, le fait d'avoir parlé politique aussi ouvertement, ça a fait que t'as eu peut-être, en tant que femme, le pied dans un domaine assez masculin et qui était réservé à un autre groupe de personnes qui, ça aussi, peut-être t'a propulsé, genre, vers ta propre indépendantisation de pensée. Oui, c'est une excellente analyse parce qu'en effet, mon père, donc lui, et c'est drôle parce que comme on était une grosse famille, il voulait que les garçons comme les filles mettent la main à la pâte. Donc le ménage, tout ça, tout le monde, là, c'était pas juste l'affaire des filles. Par contre, il pouvait dans une conversation arriver puis te dire la femme aurait jamais dû avoir le droit de vote parce qu'elle sait pas. Elle sait pas voter, elle suit le plus beau candidat, etc., etc. Alors qu'il aimait bien discuter avec moi. Ça, c'est toutes sortes de contradictions qui fait que finalement, oui, quand je me suis retrouvée, moi, dans ce groupe d'hommes-là, d'une part, quand je parle de groupe d'hommes, je parle du FLQ, le groupe du FLQ, je me suis retrouvée d'une part étonnée, confrontée à un groupe qui était complètement fermé. Ils sont venus me chercher, donc j'ai pas aucun. C'est eux qui sont venus me chercher, c'est pas moi qui suis allée vers eux. Ils sont venus me chercher pour une action, ok, pour faire l'action. Mais à partir de ce moment-là,
j'ai pas le droit, c'est comme si j'étais des bras, un peu comme dans la maison, t'es le bras pour laver la vaisselle, etc. Là, t'étais le bras, on allait faire l'enlèvement, on avait besoin de bras pour enlever le diplomate, faire le suivi, etc. Mais t'as pas le droit de parole. Ou on te ridiculise, ou on te traite d'intellectuel, de petite bourgeoise, etc., etc., parce qu'on ne veut pas te donner la parole. Et ça a été pour moi un gros choc. Ça, je peux l'avouer, là, c'est parce que j'étais habituée, moi, à parler politique, donc à avoir le droit de contester mon père quand on discutait. Alors, tes frères, j'imagine, tu sais. Mes frères, etc. Donc, pour moi, donc, ce groupe d'hommes, oui, machos, qui se disaient, eux, les révolutionnaires, et ce qu'il faut bien comprendre, et ce que j'ai, disons, dans l'analyse que je fais par la suite avec le recul, c'est que toute révolution est violente, OK? Donc, on est là, on élimine les gens qui sont pas d'accord avec nous autres, parce que partout dans le monde, quand il y a eu des révolutions, puis même en Amérique latine avec des groupes de guérillas, on assassine les gens qui pensent pas comme nous, etc. C'est un fait d'homme, la révolution. Okay? La révolution, c'est le fusil qui est quasiment l'extension du gars, etc. Donc, la révolution, ça leur appartient, c'est eux qui vont être les héros. Puis si on regarde même à Cuba, par exemple, la révolution castrice, il y a eu des femmes, Vilma Espine, qui était la femme qui est devenue, je sais pas si elle était à ce moment-là la femme de Raúl Castro, c'était une femme de première main, mais est-ce qu'on l'a vu dans la révolution par la suite? Non, on n'a vu que des hommes. C'est un boys club, là, vraiment, là, je l'ai pris d'Evelyne, là, parce que ça m'a conscientisé quand on m'a dit ça, un boys club, et c'est comme ça que et les seules révolutions qui ne sont pas violentes, ce sont les révolutions scientifiques. Pourquoi? Parce que les révolutions scientifiques, ils sont obligés de reconnaître que leur découverte s'appuie sur leur précurseur, sur une découverte précédente, et que de toute façon, leurs propres découvertes seront par la suite, disons, suivies d'une autre découverte qui sera probablement plus majeure que leur découverte. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas la révolution scientifique, c'est plutôt un mouvement continu. Alors que la révolution, je veux dire, chez les hommes, humaine, sociale, c'est une rupture avec le passé. Et si tu fais une rupture avec ton passé, si tu coupes tes racines, comment tu veux te développer sainement, sans avoir, je veux dire, cette capacité-là de te prolonger? Si tu coupes un arbre, ben c'est bien dommage, là, ses racines ne peuvent plus rien faire. Ou si tu déracines un arbre, ben, l'arbre meurt. Alors, c'est la révolution sociale, c'est toujours une révolution qui veut couper, qui veut, comme l'a dit bien la chanson la Marseillaise, du passé faisons table rase. Mais si on fait table rase du passé, on perd notre culture, on perd, par exemple, on peut trouver ça terrible, les églises en France, mais ces églises-là, c'est tout un patrimoine culturel et architectural. Quand on regarde les vitraux, quand on regarde les sculptures, quand on regarde comment les tailleurs de pierre ont construit des édifices solides ou avec des puits de lumière, etc. Alors, on peut pas enlever de notre identité le passé qui nous a amenés. Puis ça fait le lien un peu avec ce qu'on disait au début. Tu sais, ton père, malgré le fait que tu as coupé avec ses idéaux ou avec ses valeurs, veut pas, est fondamentalement au cœur de qui t'es devenu. Oui, exactement. Oui, je peux pas renier ça. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu peur de dire à tout le monde, parce que je sais que dans ma famille, pendant longtemps, on a essayé de cacher ça. Mais moi, je disais à tout le monde, mon père est un homme d'extrême droite, donc je sais qu'est-ce que c'est l'extrême droite, je sais qu'est-ce que c'est, par exemple, le fascisme, je sais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on élimine, etc. Et qu'est-ce qu'on fait, de quoi on fait la promotion aussi. Alors, est-ce que tu sens que... Puis là, j'ai plein de questions qui me viennent, mais tu sais, tu parlais, bon, la révolution, elle est violente, c'est très patriarcal, dans le sens que peu importe dans quel spectre politique tu vas être,
il y a quand même ce mouvement patriarcal-là, mais toi, t'as vu la révolution féministe aussi se développer à travers les années. Est-ce que tu penses que c'est un désavantage pour la femme? Puis, tu sais, il y a le pendule aussi qui revient. Il y a des cycles beaucoup plus violents et Oui. qui vont exclure plus que d'autres, mais tu sais, comment est-ce que peut-être toi, tu t'es identifié à ce qui se passait au niveau féministe et aux types d'actions qui étaient mises en place, puis à peut-être le succès de ces actions-là? Est-ce que tu sens qu'on a fait beaucoup de chemin ou que justement ça va, ça vient, ça recule, ça, tu sais, comment tu vois ça? Je pense que ça va, ça vient, on recule, etc. Parce que on est toujours prise, comment je dirais, avec les schémas patriarcaux, on s'en est pas défait. Et tant qu'on prend, on prend le modèle patriarcal, et c'est dommage, mais on s'en rend même pas compte des fois qu'on a ce modèle-là qui est incrusté en nous. Mais si on regardait dans les sociétés plus matriarcales, comment la femme se développe, à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher des schémas différents de comportement. Parce que moi, je trouve que, tu vois, la religion, je te donne ça, la religion. La religion, pour moi, c'est un schéma patriarcal. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, c'est toujours avec un Dieu. Mm-hmm. C'est comme les super-héros, c'est toujours un homme, OK? Et là, bon, OK, on essaie de mettre des femmes super-héros, etc. Mais la femme, elle va répéter le schéma de l'homme. Mm-hmm. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on prenait, moi, je suis plus animiste, comme la mère-terre, tu sais, ou la terre-mère. À ce moment-là, tu vois, elle est tout à fait différente, ok? C'est pas, on n'est pas sky is the limit, là. Tu sais, on est terre à terre. On sait que la terre, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui fait les plantes, qui nourrit les animaux, qui nous nourrit nous autres aussi. Donc, on a toute une autre façon de voir, et les comportements, si on veut à ce moment-là développer des comportements, je dirais révolutionnaires, c'est-à-dire qui vont évoluer, ok? À ce moment-là, il faut partir de ça et non pas des super-héros ou de Dieu. Là, tu sais, tu comprends, de ces images qui sont très fortes, qu'on nous a vraiment presque tatouées sur le cœur, mais sur notre corps. Mais c'est de ça dont il faut se sortir. Il faut se sortir de ces images du Tout-Puissant, quel qu'il soit, religieux, social, politique, etc. Il faut se sortir de... Puis à ce moment-là, on sera peut-être plus en partage, on sera peut-être plus en lien entre nous, on sera plus en entraide, on sera plus en bien commun. Ouais, c'est comme toute la dynamique de la subversion, puis de juste renverser toujours la relation de pouvoir, alors que, tu sais, il faut juste repenser la distribution, peut-être, du pouvoir. Oui. Puis je pense que, justement, dans tout ce qui est de gauche, tu sais, comme tu l'as bien mentionné, veux pas, si tu répètes le schéma de subversion où il y a un groupe d'hommes que eux ils peuvent décider, tandis que les autres sont juste des bras, où il y a ce modèle-là, ben... Ça. Parce que tant qu'on est dans le pouvoir, puis qu'il y a un groupe qui se lève pour faire le contre-pouvoir, ben oui, t'as un mouvement, mais c'est toujours les mêmes. Puis c'est toujours c'est toujours le même rythme. Le pouvoir contre pouvoir, puis après ça, chacun se... Mais on sort pas de ça, on sort pas de cette image-là, puis on sort pas de ce modèle-là. C'est de ça, je pense que les femmes ont un pouvoir, celui justement de briser un peu comme on ouvre une coquille pour sortir de ce carcan-là. Est-ce que tu t'es sentie responsable ou consciente de comment tu voulais vivre en tant que femme après, mettons, l'épisode FLQ, tu sais, à titre d'exemple pour tes enfants ou des choses comme ça, ou ça a juste été non,
moi, j'ai la confiance que je peux vivre comme je veux, puis je vais naviguer, peu importe ce que la vie va m'envoyer, ou tu sais... y avait-tu de la... T'avais-tu comme la colère féministe? Je veux dire que j'ai eu la colère féministe une fois de temps en temps. Je peux pas nier ça. Mais avec mes enfants, je leur ai plus appris, je veux dire, c'était plus au niveau politique. Je voulais pas reproduire la même chose que j'avais vécu dans ma famille. Par contre, je dois quand même avouer que mes 2 premiers, j'étais encore extrêmement militante en France, puis je les ai entraînés là-dedans, donc ils ont vécu là-dedans. Quand même, tu sais, jusqu'à leurs 4, 5 ans, 6 ans, là, tu sais. Par la suite, j'ai voulu surtout montrer que, comment je pourrais dire donc, j'ai surtout voulu comme apaiser les esprits, faire en sorte que ils ne soient pas bousculés par leur vie. Avec mes 2 autres enfants, donc ça me permettait en fait de mettre la table pour quelque chose de plus paisible. Et donc, même si j'ai toujours des idées politiques, j'ai toujours une opinion sur tout. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas si important que ça. C'était important de l'exprimer, mais c'est pas si important que ça de le débattre pour essayer de montrer à l'autre que j'ai raison. Peut-être pas que j'ai raison, parce qu'à la fin, à un moment donné, je m'étais rendu compte que ça servait plus à rien. Mais de ne pas être avec l'autre uniquement pour montrer que j'ai mon point de vue. Donc, à partir de ce moment-là, c'était intéressant. Je me suis plus attachée à leur donner une conscience sociale. OK? Donc, une conscience sociale, c'est quoi le bien commun? C'est quoi certaines valeurs, OK, de partage, par exemple, de ne pas être là pour écraser les gens, que ce soit pour ton idée, que ce soit pour ton projet, que ce soit pour tes réalisations, que ce soit pour tes valeurs. Tu as des valeurs, elles sont là pour être, disons, animées, nourrir tes actions, mais pas pour écraser les autres. Ça, j'ai essayé beaucoup de travailler là-dessus, puis de proposer ça, en fait, dans ma façon d'être avec mes enfants. Puis est-ce qu'il y avait eu un déclic? Parce que moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que il y a eu comme une division entre le politique et la conscience sociale. Donc, le politique, beaucoup plus militant, beaucoup plus dans l'argument, beaucoup plus dans, encore une fois, la relation de pouvoir, mais au niveau idéologique. Puis la conscience sociale, qui est l'existence dans cet écosystème dans lequel on est. Hein? Oui. Puis le déclic, y a-tu quelque chose qui est arrivé? Oui. Le déclic, ça a été en France. Je militais donc dans un parti d'extrême gauche. Et là, c'est que quand j'ai appris que on reconnaissait, par exemple, que Staline est tué, je pense, c'est 60 millions. Je pense que c'est ça le chiffre semi-officiel. Et qu'il fallait l'accepter pour pas avoir une mauvaise image de la gauche, du communisme. Ça a fait, oh là, il y a quelque chose qui va pas. Mais le vrai déclencheur, là où j'ai cassé, c'est quand il y a des personnes, des militants des militants d'extrême gauche qui sont allés au Cambodge et qui sont revenus eux-mêmes horrifiés de ce qu'ils avaient vu. Des morts, 2 millions de morts, Phnom Penh complètement vidé, des enfants de 5 ans qui travaillent sur des boîtes, sur des machines-outils, alors que c'est dangereux, des machines-outils. Et là, je me suis dit, non, là, ça va plus, là, il y a quelque chose, là. Je ne voyais pas la différence entre ce que mon père me racontait du fascisme et ce que je voyais du communisme. Donc, les deux, pour moi, étaient pareils. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté. J'ai arrêté mon militantisme. J'ai quitté le parti
Et là, j'ai commencé à dire, moi, c'est ma conscience qui va me dicter ce qui est correct, ce qui est pas correct. Et si je me trompe, c'est pas le parti qui va me dire que je me trompe. Mm-hmm. C'est moi. Je vais pouvoir me dire, je me trompe. Et donc là, je rectifie. Parce que quand tu es dans un parti, quel qu'il soit, c'est le parti qui décide ce que tu penses. Mm-hmm. Et ça, ça a été le déclic. C'est comme si j'avais vu, puis là, c'était fini pour moi. Il n'y a plus personne qui allait penser à ma place. Mm-hmm. Ça a été le déclic. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai donc voulu, avec mes enfants, leur donner des valeurs et montrer que tu travailles avec ça, c'est ta conscience, mais tu te mets pas disons, à écraser qui que ce soit, puis c'est surtout pas à dire c'est moi qui ai raison. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, c'est... La pluralité, puis ça vient aussi un peu, tu sais, quand on pense au mouvement intellectuel aussi, tu sais, pas le postmodernisme, mais peut-être un peu genre ouvrir comme les consciences à des expériences subjectives de la vie, que je trouve qu'en ce moment, hein, une des choses que je trouve intéressantes à propos de tout ce qui est au niveau féminisme, mais aussi identité de genre, essayer d'accepter qu'il y a de plus en plus aussi d'expériences de notre sexualité, de plus d'expériences aussi, ben, tu sais, comme ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais, il y a plein d'expériences de l'ambition ou du succès ou des choses comme ça, qui fait que on remet un peu la responsabilité, comme tu dis, à des personnes. Mais parallèlement, puis tu me diras ce que t'en penses, mais il y a une grosse radicalisation au Québec aussi qui revient un peu du côté d'extrême droite, qui, je sais pas si, tu sais, tu trouves que c'est angoissant, mais que c'est comme comment est-ce que tu approcherais la chose maintenant que tu as toute cette expérience-là de l'avoir vu aussi se déployer, là. Moi, aujourd'hui, c'est sûr que la droite et la gauche, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Parce que pour moi, quand quelqu'un se dit de la gauche, je les vois quasiment comme des gens de droite ou d'extrême droite à cause de leur façon de penser d'exclusion. Mais je sais que quand j'étais militée dans l'extrême gauche en France, c'était aussi l'exclusion. Et je sais aussi que l'extrême droite, c'est l'exclusion. Alors, c'est pour ça que dans mon livre, à un moment donné, il me semble que je l'ai écrit, je vais dire comme Guy Bedeau, je sais plus où je suis parce que, tu sais, la gauche, qu'est-ce qu'il disait? Donc, c'est difficile d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite, quelque chose comme ça. Alors, je me rappelle plus, et donc, c'est pour dire que, oui, aujourd'hui, je trouve que à gauche comme à droite, on se radicalise et on exclut. On exclut tout le monde, on n'est plus capable de débattre. On a la vérité de part et d'autre. Et moi, je ne suis pas comme ça. Ça fait déjà longtemps que je ne suis plus noir-blanc. Tu sais, il y a plein de nuances, c'est plein de couleurs. La nature est dans les couleurs et c'est comme ça qu'il faut vivre. Accepter qu'il y ait des différences et ne pas à ce moment-là écraser l'autre de sa différence ou bien de son idée. Parce que moi, je veux dire, je pourrais bien dire je suis une femme puis me mettre à taper sur les puis dire vous allez m'écouter. Puis, je trouve que c'est pas la façon. Je trouve que c'est pas cette façon-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de radicalisation peut-être qui vient de ces blessures-là, tu sais. J'ai l'impression que souvent, ça vient d'une place de douleur et de se sentir justement exclu. Puis, tu sais, la douleur engendre la violence qui engendre plus de douleur. Puis, des fois, c'est difficile de vouloir avoir... Je sais pas, moi je dis pas qu'il faut se radicaliser, au contraire, mais tu sais, comment tu peux vivre dans le gris, sachant, tu sais, que ça se passe. Tu sais, comment tu transmets un message d'inclusion alors que le focus est tellement sur ces blessures non guéries ou, tu sais, des manques. Oui, c'est ça. Oui. Des fois, j'ai l'impression peut-être que c'est pas très...
peut-être que c'est pas bon de dire ça, mais des fois, j'ai l'impression on est dans une société psychiatrisée, où chacun, au lieu de se responsabiliser et donc de prendre sa place, va se mettre à accuser les autres puis à responsabiliser les autres de l'état dans lequel je suis. Moi, je veux dire, j'ai eu plein de blessures, je pourrais bien me dire, puis retourner, tu sais, puis rester à l'intérieur de moi, puis dire, c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma famille, c'est la faute au FLQ, c'est la faute au marxisme-léninisme. Non, je considère que tout ça m'a formé. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu toutes ces blessures-là. Ils sont toutes là, et quelquefois, oui, je m'aperçois que ça entache quelquefois ma façon de penser puis mes gestes, mais je les vois et j'essaie de m'en sortir. Alors, j'essaie pas mais quand je parle, par exemple, de ma famille et tout ça, là, que je donne, je pourrais bien dire, mais il y en a qui le font dans ma famille. C'est la faute à mon père, c'est la faute à la famille, une grosse famille, etc. Ben oui. Mais on aura toujours des éléments, même si tu vis la vie la plus parfaite, tu peux te blesser, tu peux te faire couper une jambe, tu peux te faire... Tu comprends? Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu rumines ou bien tu avances? Moi, c'est là que se situe la différence. Ruminer, puis faire comme le bélier qui piétine. Quand t'as des béliers qui piétinent, moi, j'en suis pas un qui piétine, là. Je suis plutôt plus fausse. Mais c'est ça, ruminer ou avancer. Puis j'ai choisi, moi, d'avancer tout le temps, de prendre toujours mes expériences et puis d'en faire quelque chose qui va améliorer ce que je suis, améliorer mes projets, améliorer ce que je veux faire, améliorer tout. Ma relation avec mes enfants, avec mon conjoint, etc. Et peut-être améliorer, je veux dire... faire partie prenante d'une société qui va avancer elle aussi. Tu sais, je serai pas celle qui va dans le sens, par exemple, si on se reporte aux années où les femmes ont eu le droit de vote, il y avait des femmes qui voulaient pas le droit de vote. Puis longtemps, elles se sont battues, même quand les femmes avaient le droit de vote, elles essaient de conseiller les femmes de pas aller voter. Alors, tu sais, c'est pour ça que je dis ou bien tu rumines ou bien tu avances. Et, tu sais, t'as des gens qui ont différentes façons de voir. Je me mettrais pas c'est sûr que quand j'étais jeune, je les trouvais ridicules. Et puis que j'étais plus, je tapais plus dessus. Mais maintenant que tu sais, qu'il y a une accumulation d'expérience et je vois différemment. Puis moi, j'ai une fille de presque 2 ans, puis tu sais, j'écoute des fois des podcasts de parentalité, des choses comme... Tu sais, à un moment donné, j'écoutais un podcast, puis il disait, tu sais, la meilleure chose que tu peux faire à ton enfant, c'est pas une question de savoir qu'est-ce que tu vas lui dire de faire ou pas faire, ou comment tu vas l'élever ou pas l'élever. La meilleure chose que tu peux faire, c'est régler tes propres problèmes, puis, tu sais, t'épanouir toi-même aussi pour donner l'exemple. Puis je pense que c'est un peu la même chose au niveau social, politique. Si on parle de blessures, c'est comme comment est-ce que je peux transiger à travers ça au lieu de aller le mettre sur soit le dos de quelqu'un ou essayer de prescrire comment on devrait faire les choses à partir de maintenant. J'aimerais ça qu'on parle avant qu'on se quitte. Je trouve ça absolument fascinant que tu es devenue la directrice générale c'est quoi? C'est l'Ordre des sages-femmes du Québec, puis aussi l'Ordre des infirmières et infirmières. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça, d'en arriver là? C'est bizarre, mais j'ai postulé tout simplement. OK? J'ai postulé. À l'Ordre des infirmières, ils avaient besoin d'une directrice des communications. OK? Bon, j'avais un bac en communication, puis j'avais une maîtrise en histoire sociopolitique des sciences, puis j'avais fait tout mon programme de doctorat. J'ai pas mon doctorat, là, j'ai pas le diplôme, mais j'ai fait tout le programme, l'examen de synthèse, etc. Puis je trouvais que dans une profession où on utilise la science, les sciences de la santé, etc., ben j'aurais non seulement mon bac en communication, mais que je serais, bon. Alors j'ai postulé. J'ai pas eu le poste parce que ils ont pris quelqu'un à l'interne qui était déjà rédactrice dans le journal, mais ils m'ont rappelé par la suite pour devenir conseillère à la présidente.
Et donc, à partir, c'est là que, bon, moi, j'ai fait ma place. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée parce que les infirmières sont très créatives. Ils vont toujours essayer de trouver des solutions pour, par exemple, identifier la douleur, la contrer, etc. Par exemple, avec les enfants, disons, prématurés, etc. Donc, et les infirmières sont des femmes qui sont continuellement en formation et qui aiment les études. Donc, c'est la première fois de ma vie qu'avec mes études, je me suis sentie bien, reconnue, etc. Et oui, un peu extraterrestre parce que je faisais partie j'étais une personne qui ne faisait pas partie d'une profession, encore moins une profession réglementée. Mm-hmm. Donc, et j'ai apporté plusieurs projets, dont celui du CDF. Et ça, je peux dire que j'étais très fière. Après ça, je me suis retrouvée à l'Ordre des sages-femmes, là aussi en postulant. Mais comme j'avais mon expérience d'une profession réglementée, parce que c'est très sévère, les professions, les règlements, la loi alors, donc j'avais cette expérience-là, donc j'ai pu participer donc à donc j'ai été directrice de l'Ordre des sages-femmes. Mais là où je me suis plus retrouvée, c'est avec les infirmières parce que j'ai pu mettre à profit toute ma créativité, mes projets, des fois la présidente me disait t'es quasiment une extraterrestre. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Et là à l'heure actuelle, c'est ça. Alors là bon, je me suis retrouvée donc c'est ça, des journaux. Moi j'aime bien ça là. Depuis que je suis revenue ici au Québec, je me suis beaucoup centrée sur, par exemple, de l'infographie, la rédaction. J'ai même été à un moment donné écrivain public, etc. Mm-hmm. Donc, avec l'Ordre des infirmières, je me suis retrouvée là-dedans. Là, tu sais, je touchais à tout. Alors, c'est intéressant, puis aussi, tu sais, je veux dire, puis j'en parlais avec Evelyne parce que on a accouché à la même maison de naissance. Okay. Puis pour moi, ça a été vraiment une grosse conscientisation, encore une fois, de voir la médecine très patriarcale, parce que j'ai fait mon switch après quelques visites chez le médecin. J'ai vraiment pris mon temps pour choisir, puis j'ai fait non, j'ai eu la place avec les sages-femmes, puis j'ai tellement apprécié mon choix de voir la sagesse, ils le disent, sage-femme, mais la sagesse de la femme, mais aussi, tu sais, tous ces champs où les femmes sont dans, on dirait, ce qu'elles font presque le mieux, qui est genre de créer ces expériences humaines aussi pour les autres. Oui. Puis c'est des domaines qui sont pas aussi reconnus qu'ils devraient l'être, tu sais. Non, c'est sûr à 100%. Ni les infirmières, ni les sages-femmes, on ne le reconnaît pas. Et c'est ça le constat, ça qui encore aujourd'hui on peut dire me révolte un peu. C'est de voir comment par exemple les sages-femmes ont une formation aussi par exemple de la même façon que aussi élevé que le même nombre d'années presque que le médecin omnipraticien. Mm-hmm. Et as-tu vu, je sais pas, les salaires sont différents. On essaie toujours de les tasser. On leur donne aucune facilité, disons, pour se développer. Au contraire, les infirmières, c'est la même chose. T'as des infirmières spécialisées comme les infirmières praticiennes. Je veux dire, on commence juste à leur donner une certaine autonomie, alors que en Ontario, elles ont leur autonomie depuis longtemps. Moi, j'étais à l'Ordre des infirmières quand elles l'ont eu. Et sais-tu comment elles l'ont eu, les infirmières? Elles l'ont eu en Ontario. Il y a eu une grève des médecins. Donc, il y avait à un moment donné, le gouvernement voulait pas, répondre aux exigences des médecins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'autonomie aux infirmières praticiennes. Donc, pendant que les médecins faisaient leur grève, les infirmières ont pu poursuivre en donnant des soins. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait?
les médecins se négocient des salaires vraiment indécents, pendant que les infirmières ont leur petit salaire de rien du tout. Là, je veux dire, à comparer du médecin, là, c'est rien pour le même nombre d'études, pour la spécialisation, tout ce que tu veux, et pour la même capacité d'autonomie. Alors, ça, c'est des choses qui viennent me chercher encore. Ouais, de quoi? Quand je vois ça. Oui. Les gens ont toujours peur, déclinent toujours, c'est-à-dire reculent toujours devant les menaces des médecins, mais le jour où ils vont donner aux infirmières, je veux dire, OK, vous voulez faire ça, on va négocier avec vous autres, mais à armes égales. Pendant ce temps-là, les infirmières, elles, vont continuer à donner les soins. Tu sais, c'est ça là, qu'il faudrait faire. Parce que là, à l'heure actuelle, on est dans un contexte de pandémie, et qui encore, on leur empêche d'avoir leur congé, on les fait leur temps supplémentaire obligatoire, on leur donne des salaires de misère, mais on veut pas négocier avec les autres. Non, ben avec les médecins, on a négocié, puis ça prend pas des années là, avec les médecins. On leur donne plus que qu'est-ce qu'ils ont. Alors ça, c'est... Je continuerai pas parce que comme tu vois, ça vient... Ouais, c'est ça, j'étais enflammée dans cette lancée-là, mais non, effectivement, puis en tout cas, ça serait une longue conversation. Mais là, maintenant, on va finir avec ça. T'as lancé ta maison d'édition Mère-Fille. Oui, c'est ça. Puis ça s'inscrit encore dans tout ce qui est la communauté. Dès le début, tu m'as parlé de créativité, d'expression, des choses comme ça. Quand t'étais à Cuba, il y avait comme tout ton bagage journalistique. Ben, tu sais, oui, ce que c'est tu ça, as au niveau journalistique. Puis là, maintenant, ton histoire avec l'intellectualisme, avec ton PhD, je savais pas que tu avais fait un PhD. Je dirais que tu as fait un PhD, même si on n'a pas de diplôme, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Comment tu sens cette concrétisation de ce projet-là? Est-ce que ben, j'imagine que tu es contente, là, mais tu le voyais comment quand Evelyne t'a proposé ça, par exemple? Bien, au début, j'y croyais pas trop parce que c'est sûr que c'était un rêve. Puis Evelyne, on me revenait toujours avec ça en disant, t'as toujours voulu être éditrice, OK, on va le partir tranquillement. On va faire ça, je veux republier tes livres, je vais publier moi aussi, et donc à partir de ce moment-là, on va enclencher, disons, la roue. Et finalement, j'ai dit OK, et je me suis laissée prendre dans tout ce mouvement-là, où par exemple, on fait tout. On fait la mise en page, on fait l'infographie, on fait le design. Evelyne fait les dessins, et on fait la promotion. Evelyne est excellente là-dedans, faire la promotion, trouver les argumentaires, beaucoup mieux que moi. Pourtant, avant, j'étais habituée, mais maintenant, quand je regarde Evelyne, je suis ébahie. Elle l'a, c'est vraiment excellent. Alors oui, ça m'a redonné c'est comme si cette dernière partie de ma vie-là, j'étais en train de vraiment faire ce que je voulais faire, ce que j'aurais peut-être dû faire, mais peut-être que j'aurais pas pu faire parce que j'avais pas la même expérience. Mais oui, je suis en plein dans mes, disons, dans ce que j'appelle le monde du livre, la lecture, l'écriture, la rédaction, la promotion, l'image, la beauté du livre, etc. Donc, c'est quelque chose pour moi de très emballant, et comme ça, je me suis remise à écrire. Là, comme tu vois, je suis en train d'écrire un autre livre que j'espère que les gens vont apprécier, et je pense qu'on va continuer comme ça parce qu'on est avec Evelyne, puis là, elle a quelque chose, elle aussi, qui est un peu comme ça, de regard avec un ami, mais elle trouve tout de suite le thème qui effectivement où on se rejoint. Et je trouve ça extrêmement belle. Wow, c'est ta zone de génie. Vous êtes dans votre zone de génie, votre petit espace à vous. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être aux filles qui grandissent et deviennent femmes aujourd'hui? Moi, j'ai une fille aussi, fait que c'est des questions que je me pose beaucoup.
face à leurs responsabilités sociales, disons? Mais je pense que dans un premier temps, il faut se respecter. Mm-hmm. Donc, je dirais aux femmes et aux filles qui commencent, là, qui entrent dans la vie, de se respecter, d'aller peut-être en dehors des modèles, parce que le problème, c'est qu'ils sont là, les modèles, alors, mais de chercher, pas les défaire, tout ça, mais de chercher s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient les mettre en valeur, de ne pas de s'imposer quand c'est le temps, de ne pas chercher à reculer, même si elles sont différentes, même si elles pensent différemment, même si elles voient les choses différemment, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent donner leurs idées, parce qu'on sait jamais, c'est ça qui fait évoluer le monde, en fait. C'est que chacun participe à sa façon, chacun met une pierre à la bâtisse ou à l'immeuble, tu vois, ça fait des cathédrales. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun est important. Et donc, pour les femmes, c'est vraiment confiance en elles. Je pense que c'est ça qui nous manque à nous. On a toujours l'impression d'être en dehors de tout, tu sais, d'être un imposteur parce qu'on n'est jamais, tu sais, on ne sait pas si on devrait être là. Oui, il faut se faire confiance. Oui, il faut y aller. Comme moi, faisais pas partie d'une profession réglementée, mais j'ai pu apporter une certaine contribution. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est de ça dont les femmes manquent. C'est de la confiance en soi. La confiance que leur contribution est là, quoi qu'en disent les gens autour. Quoi qu'en vienne, même si la validation vient pas des autres. Exactement. Ben, après ça, quand on regarde, on s'aperçoit que on était là. On était là, puis on a fait avancer les choses. Exact. Merci beaucoup pour cette belle conversation, Louise. J'ai adoré en apprendre plus sur toi, en apprendre plus sur ton parcours. J'espère que les auditeurs et auditrices, surtout, vont se reconnaître aussi dans ce que tu racontes. Moi, je me suis beaucoup reconnue. Alors, je te souhaite vraiment tout le succès avec ton prochain livre. On va mettre le lien vers votre maison d'édition, vers ton livre « Une sorcière chez les Felkistes », puis aussi pour découvrir la collection que vous avez en ce moment. Oui. Puis, j'espère pouvoir te reparler un de ces jours. Alors, je te souhaite une belle journée. Ça me fait très, très plaisir. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!